À 78 ans, je suis là chaque matin, sur ce trottoir, avec ma petite table et mes gâteaux faits maison. Ce n'est pas par plaisir, ni par choix. C'est tout ce qu'il me reste pour survivre. Après une vie de sacrifice, de travail, de dévouement pour les autres, me voilà, oubliée, ignorée. Et pourtant, c'est avec ces recettes de mon enfance, et avec ce qu'il me reste de courage, que je continue, parce que je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je m'appelle Élise. J'ai 78 ans, et je ne suis plus qu'un nom que le vent transporte entre les bancs froids de la place de la République. Je suis celle qu'on ne regarde qu'une fois sur 10, et encore, pour éviter de marcher sur mon chariot. Et pourtant, certains reviennent. Chaque matin, à la même heure, je quitte ce petit studio humide en périphérie de Lyon, là où même les oiseaux semblent oublier de chanter. Je descends les 3 étages à pied, parce que l'ascenseur n'existe que dans les promesses du propriétaire. Mon manteau beige pend sur mes épaules comme un souvenir trop lourd, et mes doigts, tordus par le froid, accrochent les poignées de mon vieux chariot à roulettes. Dedans, je transporte ma mémoire. Des douceurs enveloppées à la main, caramel fondant, pâte de fruits aux couleurs timides. Tout ce que ma grand-mère Henriette m'avait appris à faire, quand j'étais encore une petite fille dans les Cévennes, avant que la vie ne décide de changer d'allure. Je m'installe toujours au même endroit, près du kiosque à journaux, sous la façade grise d'un immeuble sans âge. C'est là que je vends ce que je sais encore faire, ou ce qu'il me reste à offrir. Pendant longtemps, je n'étais qu'une silhouette floue dans le décor. Puis, un jour d'automne, une femme s'est arrêtée. Elle m'a pris 2 caramels sans dire un mot, et juste avant de s'éloigner, elle a murmuré, comme à elle-même. Cela me rappelle ma mère. Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas encore que cette phrase allait tout déclencher. Le lendemain, un jeune homme, un étudiant peut-être, les yeux cernés et les mains rouges, m'a tendu une paire de gants. Sans un mot, il n'a rien pris. Il est juste reparti. Et ce soir-là, en comptant mes maigres billets dans ma boîte à couture, j'ai senti une chaleur que je ne connaissais plus. Depuis, les choses ont commencé à changer, subtilement. Une pharmacienne du coin me glisse parfois un petit pain au raisin dans un sachet blanc. Une mère m'a laissé garder son enfant quelques minutes pendant qu'elle courait acheter un médicament. Un vieil homme me salue tous les matins, comme si on s'était toujours connus. Ils m'ont surnommée la mamie des douceurs. Un nom ridicule peut-être, mais doux. Plus doux que celle qui dérange, ou la vieille à ignorer. Mais ce n'est pas ça, le cœur de l'histoire. Non, le cœur de cette histoire, c'est ce qui s'est passé un jeudi. Il faisait gris, et le vent portait cette odeur de pluie et de regret. Une enveloppe froissée est tombée de mon chariot quand je me suis assise. Une enveloppe que je n'avais jamais vue. Pas de timbre. Juste un mot, écrit d'une main, que je croyais avoir oublié. Maman. Je l'ai ouverte, et ce que j'ai lu a tout changé. Ce jour-là, j'ai compris que même les silences les plus profonds peuvent cacher des cris, et que certains retours ne viennent que lorsque tout semble perdu. Mais je vous raconterai cela bientôt, parce que tout ne fait que commencer. Et que moi, Élise, la vieille dame du coin, je suis peut-être bien la seule à connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur cette place, et pourquoi certains visages disparaissent, pour mieux revenir. Je l'ai tenue entre mes doigts pendant plusieurs minutes, cette enveloppe froissée, légère comme un soupir. Je n'osais pas l'ouvrir. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et surtout, comment avait-elle atterri dans mon chariot? Le papier était jauni sur les bords, sans adresse, sans timbre. Juste ce mot, griffonné à l'encre noire, tremblante. Maman. Mon cœur a raté un battement. Ce mot-là, je ne l'entendais plus. Depuis des années, il n'était plus que souvenir, et pas un bon. Un mot abandonné dans les couloirs du passé, trop chargé de silence, trop lourd de déception. Je me suis assise lentement, le dos appuyé contre le mur du kiosque, les mains tremblantes. J'ai regardé autour de moi, rien d'inhabituel. La foule passait, le tram grinçait à quelques mètres, des pigeons picoraient et une brioche tombée au sol. Personne ne me regardait, comme d'habitude. Et pourtant, quelqu'un m'avait vu, quelqu'un savait, quelqu'un avait osé écrire ce mot. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme si elle contenait un souffle trop fragile. À l'intérieur, une feuille pliée en 4. Pas de date, pas de signature, juste quelques lignes. J'ai mis du temps, trop de temps.
Mais parfois, il faut se perdre complètement pour comprendre ce qu'on laisse derrière soi. Si tu lis ceci, c'est que je suis enfin prêt à revenir. Je ne sais pas si j'en ai le droit, mais je vais essayer. Je suis resté figé, incapable de bouger. Mon esprit tournait en boucle, sans réponse. Revenir? Qui? Je savais très bien qui. Il n'y avait que lui, mon fils. Mais comment? Pourquoi maintenant? Et était-ce vraiment lui, depuis qu'il était parti, emporté par une femme que je n'ai jamais vraiment connue, ni comprise? Il n'avait plus donné signe de vie, pas même pour mon anniversaire, pas même à Noël, pas un appel, pas une lettre, rien. Et voilà qu'il déposait ça. Une poignée de mots, comme un hameçon lancé dans l'eau glacée de mon cœur. Je ne savais pas si j'étais en colère, soulagée ou simplement vide. Le vent s'est levé soudain, balayant la feuille de mes mains. Je l'ai rattrapé de justesse. J'ai glissé le tout dans ma boîte à couture, là où je garde mes billets, mes secrets, mes souvenirs. Mais dès ce moment-là, je n'étais plus la même. Chaque passant pouvait être lui. Chaque silhouette entre deux réverbères. Chaque regard prolongé. Chaque voix hésitante. Je devenais paranoïaque. Ou peut-être simplement vivante. Le lendemain, j'ai hésité à revenir à la place. Et pourtant, mes pieds m'y ont conduite comme d'habitude. Automatique. Fidèle. Le kiosque était là. Inchangé. Le même homme lisait son journal. La pharmacienne m'a souri. Et puis, juste avant midi, un jeune garçon est apparu. 15, 16 ans peut-être. Trop jeune pour être mon fils. Mais il s'est arrêté. M'a regardé droit dans les yeux. « C'est vous, Madame Élise ?»« Oui. Pourquoi ? Quelqu'un m'a demandé de vous remettre ça. Il m'a tendu un sachet en papier brun, comme ceux qu'on utilise dans les anciennes confiseries. Et sans ajouter un mot, il a disparu dans la foule. J'ai ouvert le sachet. À l'intérieur, un caramel fait main et un papier plié en deux. Sur ce papier, un mot unique. Bientôt. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le caramel est resté sur ma table de chevet, intact. Je l'ai observé comme on regarde une preuve dans une enquête qu'on n'ose pas encore résoudre. Il avait la même forme que les miens, la même torsade au papier, ce petit geste de main que l'on garde quand on l'a appris jeune. Mais je ne l'avais pas fait. Alors, qui ? Le mot « bientôt » me tournait dans la tête. Pas « je viens », pas « à demain », pas même une demande de pardon. Juste « bientôt ». Comme une promesse suspendue, sans date, sans garantie. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Le froid pinçait mes os, mais je me sentais étrangement en alerte. Chaque geste avait un poids nouveau. J'ai rangé mes confiseries avec plus de soin, j'ai choisi mon foulard rouge, celui que je ne mets que rarement, et j'ai serré la boîte à couture contre moi plus fort que d'habitude. Quand je suis arrivée sur la place, j'ai regardé autour. Le garçon d'hier n'était pas là. Je me suis installée comme toujours, sous l'ombre familière du kiosque. Le vent soufflait doucement ce matin-là, et quelques feuilles mortes dansaient autour de mon chariot. Les heures ont passé lentement, trop lentement. Je ne vendais presque rien. Je n'étais pas là pour vendre. À midi, je l'ai vu. Pas le garçon. Un homme, la cinquantaine. Une barbe de quelques jours, une casquette enfoncée bas sur le front. Il s'est arrêté de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches. Il m'a regardé longtemps. Je le sentais, même sans lever les yeux. Mais il n'a pas bougé. Il est reparti. Je suis restée glacée. Un frisson a couru dans mon dos. Pas de peur, d'intuition. Quelque chose approchait. Quelque chose que je ne pouvais ni nommer, ni éviter. Le jour suivant, le garçon est revenu. « Bonjour », dit-il en me tendant un autre sachet. « Qui t'envoie ? Je ne peux pas dire. Il m'a juste dit que vous comprendriez. » Cette fois, j'ai réagi plus vite. Je me suis levée. Je l'ai suivi du regard, mais il avait déjà disparu dans les escaliers du métro, comme s'il fondait dans les murs. Dans le sachet, pas de caramel, juste une photographie. Une photo ancienne, très ancienne. Moi, tenant un petit garçon blond dans mes bras, mon fils. Il devait avoir 5 ans. Nous étions au bord d'un lac. J'avais oublié que cette photo existait. Au dos, une inscription. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis assise, longtemps. Les passants défilaient sans me voir. Ma main tremblait. S'il avait cette photo, c'est qu'il était revenu, ou qu'il n'était jamais vraiment parti. Mais pourquoi tous ces jeux ? Pourquoi ces intermédiaires ? Ces mots laissés au vent ? Ces morceaux de passé recollés comme un puzzle incomplet ? Je ne le savais pas encore, mais quelque chose se préparait. Une vérité cachée, une rencontre, ou peut-être une épreuve. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte entr'ouverte.
Et dans mon studio, posé sur la table, un petit carnet noir, le carnet que je croyais perdu depuis des années, celui où j'écrivais mes recettes et mes secrets. Je suis restée sur le seuil, sans oser entrer. Le carnet était là, posé exactement au centre de la table, ouvert à la première page, comme une invitation. C'était bien le mien. Je l'avais cherché pendant des années, certaine de l'avoir perdu lors du déménagement précipité qui avait suivi la dernière dispute avec mon fils. Mais maintenant il était là, sans une trace de poussière, sans un mot d'explication. Je me suis avancée lentement. Mon cœur battait fort, trop fort pour mon âge. J'ai refermé la porte derrière moi, puis je me suis assise, les genoux tremblants. La couverture était usée, le cuir éraflé sur les bords. À l'intérieur, mon écriture, reconnaissable entre mille, serrée, inclinée, presque nerveuse. J'ai tourné les pages, les recettes de ma grand-mère, les mesures exactes, les températures, les secrets du sucre cuit, mais aussi mes pensées, mes colères, mes blessures. Et là, entre deux recettes de pâtes de fruits, une phrase soulignée 3 fois, je ne voulais pas qu'il parte, je voulais qu'il reste, même si je ne savais plus comment l'aimer. Je l'avais écrite un soir d'orage. Je m'en souvenais très bien. C'était après une de ces discussions sans issue, quand les mots se transforment en armes, quand l'amour devient silence. Et voilà que cette phrase revenait, reprise. Soulignée, mais pas de ma main. Quelqu'un avait réécrit cette même phrase, plus bas, en lettres majuscules. Moi non plus. Ma gorge s'est serrée. Il était donc venu ici. Il était entré. Pas pour voler, pas pour détruire, pour me répondre. Mais pourquoi ne pas rester? Pourquoi ne pas me parler en face? Pourquoi cette mise en scène? Je n'avais pas peur, pas vraiment. J'étais troublée surtout, touchée aussi. J'ai serré le carnet contre moi comme une relique, puis j'ai regardé autour. Rien ne manquait, rien n'était déplacé, juste une odeur légère, un parfum, le même que portait mon fils quand il avait 20 ans, boisé, discret, inoubliable. Je me suis allongée sans manger. J'ai gardé le carnet près de moi toute la nuit. Et au matin, comme chaque jour, je suis retournée à la place. Mais cette fois, j'ai changé de coin. Je me suis mise plus près de la fontaine. Je voulais voir différemment. Je voulais être vue. Vers 11h, le garçon est revenu, toujours aussi silencieux. « Il a dit que vous comprendriez ce que ça veut dire, » murmura-t-il, en me tendant une petite boîte en fer. C'était ma boîte à couture, pas celle où je mets l'argent, l'autre, celle que j'avais laissée à mon fils quand il est parti, celle que je croyais perdue depuis plus de 10 ans. Je l'ai ouverte, les doigts engourdis. À l'intérieur, un caramel, un vrai, parfaitement emballé, mon caramel. Et sous le papier, un petit mot, tu m'as appris à adoucir la douleur. Je me suis mise à pleurer, sans bruit, sans honte. Quelque chose s'était fissuré en moi, une barrière ancienne. Je ne savais pas encore quand il viendrait, mais je savais qu'il viendrait, et que cette fois, ce ne serait pas pour repartir. Je croyais avoir tout vécu. À mon âge, on pense avoir vu les cycles se refermer, les blessures s'endurcir, les attentes se faner. Et pourtant, je me retrouvais là, chaque matin, à chercher dans la foule un visage que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. Le garçon ne revint pas ce jour-là, ni le suivant. Je continuais à vendre mes douceurs comme si rien n'avait changé, comme si les caramels étaient encore seulement du sucre et du souvenir. Mais ils étaient devenus autre chose. Des messages, des passerelles, des tentatives de réconciliation. Une vieille dame s'est arrêtée devant mon chariot, m'a acheté 2 caramels, puis a souri d'un air triste. « On sent qu'ils sont faits avec amour », m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le mot « amour » me serrait la gorge, maintenant, parce qu'il n'était plus une idée vague, mais un fil tendu entre moi et ce fils que je ne reconnaîtrais peut-être plus s'il apparaissait devant moi. Ce soir-là, j'ai relu le carnet noir. Chaque mot me semblait nouveau, chargé d'une lumière différente. J'ai repensé à toutes ces fois où j'aurais pu tendre la main, au lieu de lever la voix. Mais il est trop facile de rejouer les scènes une fois qu'elles sont terminées. Trop tard. Le lendemain, je me suis installée plus tôt que d'habitude. Le ciel était gris, menaçant, mais je m'en moquais. J'attendais. À midi, alors que je sortais une boîte de pâtes de fruits, j'ai levé les yeux, et je l'ai vu. Pas le garçon, lui, debout à une dizaine de mètres, immobile, mains croisées dans le dos, casquette grise, manteau sombre, le même regard. Il avait vieilli, évidemment. Ses cheveux étaient parsemés de blanc,
son visage marqué de fatigue. Mais c'était lui, mon fils. Je l'ai su au plus profond de moi. Pas un doute. Nos yeux se sont croisés. Longtemps. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je n'ai rien dit. Je lui ai tendu un caramel. Lentement. Comme on offre une trêve. Il a hésité. Puis, il a avancé, pas à pas. Il a pris le caramel, sans un mot, ses doigts tremblants à peine. Il l'a glissé dans sa poche. Et il est resté là, devant moi. Je ne savais pas comment revenir, a-t-il dit enfin. Sa voix, ma gorge s'est nouée. Et maintenant, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Maintenant, j'espère. Nous avons parlé peu, mais il est resté, assis sur le banc en face, pendant 1 heure, peut-être 2. Il n'a rien acheté, il n'a rien exigé, et en partant, il a dit « Je reviendrai demain, si tu veux ». J'ai simplement hoché la tête. Je ne voulais pas qu'il voie mes larmes. Il n'est pas revenu le lendemain, ni celui d'après. J'ai attendu, et chaque attente me ramenait aux années d'avant. Celles où j'écoutais la sonnette sans qu'elle ne sonne jamais, où je regardais les anniversaires passer comme des trains manqués. Mais cette fois, ce n'était pas du silence. C'était une pause. Une respiration. Il avait dit « Je reviendrai demain, si tu veux ». Et j'avais seulement hoché la tête. Peut-être qu'il avait compris ce geste comme un refus. Peut-être qu'il doutait encore. Ou peut-être qu'il avait besoin de temps. Comme moi. Les jours ont passé, lents et identiques. La routine reprenait ses droits, mais rien n'était vraiment pareil. Je faisais mes caramels avec plus de soin, comme s'il allait les goûter. Je préparais plus de sachets, comme si une main inconnue allait à nouveau m'en glisser un en retour. Puis, un matin, il était là, debout, à l'endroit exact où je l'avais vu la première fois. Il ne souriait pas, moi non plus, mais nos regards portaient moins de poids. « J'ai pensé que tu avais changé d'avis », ai-je murmuré. « J'ai pensé que tu ne voulais plus me voir », a-t-il répondu. Et puis il s'est assis, sur le banc, comme la dernière fois. Nous n'avons pas parlé pendant de longues minutes. Le bruit de la place suffisait. Les passants, les pigeons, les journaux qu'on froisse. Et le silence entre nous, enfin vivable. Quand j'étais petit, j'aimais bien t'observer quand tu cuisinais, a-t-il dit soudain. Je me suis tournée vers lui. Tu ne disais rien à l'époque. J'avais peur de tout casser. Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'avais jamais su d'ailleurs comment lui dire qu'il était plus important que les recettes, les horaires, les commandes, que je faisais tout ça pour lui, même si, à force de courir, j'avais fini par ne plus savoir le regarder. C'est drôle, a-t-il dit. Ce carnet noir, je l'avais gardé. Je l'ai relu 100 fois. Je l'ai regardé, surprise. Tu l'avais gardé ? Je pensais qu'il te manquait. Et je me disais que si je revenais un jour, je te le rendrais. Et pourquoi l'avoir posé ici ? Il a haussé les épaules. Parce que je ne savais pas si j'aurais la force de rester. J'ai tendu la main. Elle a trouvé la sienne, sans effort. C'était un geste simple. Mais dans ce contact-là, il y avait tout ce qu'on ne s'était pas dit. Tu sais, j'ai toujours aimé les caramels, a-t-il murmuré. Moi aussi, ai-je dit. Et nous avons ri. Un peu. Ensemble. Pour la première fois depuis trop longtemps. Ce jour-là, il est resté plus longtemps. Il m'a aidé à ranger le chariot. Il a porté les boîtes. Il s'est plaint du froid. Comme un fils qui revient, maladroitement, mais sincèrement. Et avant de partir, il m'a demandé « Tu crois qu'un jour, je pourrai apprendre à les faire ?» J'ai souri. « Je ne crois pas. Je suis sûre. » Il est revenu le lendemain. Et celui d'après. Nous avions trouvé un rythme, un fragile équilibre. Chaque matin, je préparais un sachet de douceur, un peu plus grand que d'habitude, et je laissais un tabouret libre à côté de mon chariot. Il s'asseyait sans parler. Parfois, il m'aidait à servir les clients. D'autres fois, il ne faisait que m'observer, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose de plus ancien que les bonbons. Moi. Et puis, un matin, il m'a regardé longtemps et m'a dit sans détour « Pourquoi tu n'es jamais venu me voir ?» J'ai baissé les yeux. Je le savais, ce moment viendrait, parce que j'avais peur que tu ne veuilles pas de moi, ai-je murmuré. Il a souri, mais c'était un sourire triste. Et moi, j'attendais que tu fasses le premier pas. Le silence est revenu, pesant. Il a tiré une chaise, s'est mis à côté de moi et a commencé à couper des carrés de pâte de fruits. Tu sais, quand j'étais gamin, je disais à mes copains que ma mère était une magicienne, a-t-il dit doucement. Une magicienne ? Oui, parce que tu transformais le sucre en quelque chose de plus doux que la douleur. Je n'ai rien pu dire. Une boule m'étranglait. Il a continué. Mais à la maison,
y avait plus de magie, tu rentrais tard, tu étais fatiguée, tu criais beaucoup. Et moi je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle m'aime moins que ces caramels? Je me suis figée. Il venait de dire tout ce que j'avais fui pendant des années. La vérité nue, celle qu'on évite, celle qu'on enterre sous des couches de sucre et d'excuses. Je n'aimais pas les caramels plus que toi, ai-je répondu. Alors pourquoi t'étais jamais là? Parce que j'essayais de construire quelque chose pour toi. Mais ce que je voulais, c'était toi. Il s'est levé brusquement. Il a marché jusqu'à la fontaine, a jeté un caramel dedans. Un geste simple, mais violent, comme un adieu à une enfance qu'il n'a jamais vraiment eue. Je l'ai rejoint, lentement. Mes jambes étaient lourdes. Je me suis arrêtée à côté de lui. Si je pouvais revenir en arrière, crois-moi, je le ferais, ai-je dit. Je sais, mais on ne peut pas. Il m'a regardée. Dans ses yeux, il y avait cette tendresse blessée que je n'avais jamais su voir. Alors, on fait quoi maintenant? A-t-il demandé. Je lui ai tendu la main. On recommence. Avec les mains pleines de sucre, mais le cœur un peu plus honnête. Il a hésité. Puis, il a pris ma main. Fort. Ce jour-là, on est resté jusqu'à la fermeture. Et pour la première fois, il a préparé un caramel de A à Z. Il l'a goûté, en riant. Trop mou, trop cuit, trop salé. On riait, comme deux enfants maladroits. Mais à la fin, il en a refait un. Et celui-là, parfait. C'est étrange. Comme certaines douleurs finissent par devenir des habitudes. Pendant tant d'années, j'ai vécu avec ce vide. Une absence si familière que j'en oubliais parfois sa forme. Et maintenant qu'il était revenu, que sa voix résonnait à nouveau dans mes matins glacés, je réalisais combien le silence avait été cruel. Il venait tous les jours, désormais. Parfois à l'aube, parfois plus tard. Il avait trouvé son rythme, une place près de moi. Pas seulement pour m'aider à vendre les douceurs, mais pour apprendre. Il voulait tout savoir. Comment je mélangeais le beurre, à quel moment je retirais le sirop du feu, pourquoi je laissais reposer la pâte sous un torchon humide. Je n'avais jamais eu d'apprenti, et encore moins un fils prêt à écouter mes gestes. C'était étrange et beau. Comme si, enfin, le temps ralentissait. Mais une chose restait en suspens, une ombre entre nous, sa femme. Il n'en parlait jamais, et moi, je n'osais pas demander. Un matin, alors que nous rangions les caisses, il s'est arrêté, les mains pleines de sucre. « Tu sais, elle m'a dit que j'avais hérité de ta fierté », a-t-il lancé. Je l'ai regardé. Il triturait un morceau de papier d'emballage entre ses doigts. C'est elle qui m'a demandé de couper les ponts. Elle trouvait que tu étais trop envahissante, trop présente, même de loin. Je suis restée muette, mon cœur s'est serré. « Et toi ?» ai-je murmuré. « Tu étais d'accord ?» Il a hésité, longtemps, puis il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Je crois que j'avais besoin de calme, de distance, d'un peu d'air. Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. Alors pourquoi revenir maintenant? Pourquoi me chercher après tout ce temps? Il s'est accroupi devant moi, comme quand il était enfant. Il posait ses mains sur mes genoux quand il avait peur. Parce qu'elle est partie, a-t-il dit. Partie? Elle m'a quitté. Il y a 6 mois. Un frisson m'a traversé. Ce que je prenais pour un retour volontaire était peut-être une conséquence. Un vide contre un autre. Il a baissé la tête. Et j'ai réalisé que j'avais perdu 2 femmes en même temps. Toi et elle. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement pris dans mes bras. Pour la première fois depuis 30 ans. Son corps tremblait contre le mien. Un homme brisé qui retrouvait ses racines dans une étreinte simple. Tardive, mais sincère. Tu n'as rien perdu, ai-je soufflé. On peut tout reconstruire. Même sur les ruines. Il a souri faiblement. Alors, on commence quand? Demain. Pourquoi pas maintenant? Parce que j'ai un dernier caramel à préparer. Celui que je n'ai jamais su t'offrir. Il m'a regardé, surpris. Lequel? Celui qui ne contient ni regret, ni excuse. Juste du sucre et de l'amour. Je ne l'ai pas vu ce matin-là. Le tabouret était vide. La place un peu plus froide. Et moi, plus seule que les autres jours. Je me suis dit qu'il avait dormi tard. Peut-être un contretemps, une course, un rendez-vous. Je voulais croire que ce n'était rien. Mais une inquiétude sourde me rongeait déjà. On s'habitue vite à l'amour revenu. Les clients venaient, distraits, souriants. Une dame m'a demandé des caramels à la vanille. Un homme m'a offert un café. Un enfant a glissé un dessin dans mon sac. Mais tout me semblait pâle. Comme si le monde attendait lui aussi. Puis, vers midi, une enveloppe. Pas posée, non. Glissée discrètement entre 2 sachets, comme un mot d'adieu ou d'alerte. J'ai reconnu son écriture. Petite, pressée, mais droite. Maman, je suis passée mais tu n'étais pas encore là. Je voulais t'inviter chez moi, ce soir.
Pas pour parler, pas pour pleurer. Juste pour être ensemble. 19h. Bâtiment B, 4e étage. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais j'espère que tu viendras. J'ai relu la lettre au moins 10 fois. Je n'étais pas allée chez lui depuis... Non, je n'y avais jamais mis les pieds. Je n'avais pas été invitée à son mariage. Pas même à la pendaison de crémaillère. Je n'étais, à l'époque, qu'un souvenir un peu gênant. Une mère embarrassante, bruyante, artisanale, collante. Mais ce soir, j'étais invitée. La journée m'a semblé durer une éternité. Je vérifiais l'heure toutes les 5 minutes, j'hésitais sur mes vêtements, sur le parfum, sur les mots que j'allais dire. Je me suis regardée dans le miroir comme on observe une inconnue qu'on voudrait reconnaître. Quand l'heure est arrivée, j'ai mis mon vieux manteau beige, celui de tous les jours, parce que ce que j'avais à offrir, c'était moi, pas une version maquillée. Le bâtiment était gris, sans charme. Un hall impersonnel, une cage d'escalier qui sentait le renfermer, mais chaque marche me ramenait un peu plus près. Porte 408. J'ai frappé une fois, puis une deuxième, et il a ouvert. Pas rasé, mal coiffé, mais beau dans sa fatigue. Il a souri, et j'ai su que je faisais bien d'être venue. « Entre », a-t-il dit. L'appartement était simple. Des livres, quelques photos. Et sur la table, un bol de sucre, une casserole, 2 tabliers. Je ne savais pas quoi cuisiner. Alors je me suis dit, on va faire ce que tu sais faire. J'ai ri. Une larme roulait déjà sur ma joue. Je ne suis pas sûre que le caramel suffise pour un dîner. Peut-être pas. Mais ce soir, on n'a pas besoin de dîner. On a besoin de souvenirs. Alors, on a commencé. Ensemble. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai vu ses gestes prendre forme. Il a raté les premiers, brûlé les seconds. Mais au 3e essai, quelque chose s'est passé. Il a goûté et m'a regardé, les yeux brillants. Tu crois qu'on peut réparer un cœur comme on refait une recette ? Non, mais on peut lui redonner du goût. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma boîte en fer, celle où je rangeais les billets que les clients me donnaient, pliés avec soin, comme des trésors fragiles. Elle était presque pleine. Pas d'argent, non, de papier, des lettres, des bouts d'étiquettes, des dessins d'enfants, et surtout, ses mots à lui. Je les avais gardés tous, même les plus anciens, même ceux qui faisaient mal. Une carte postale, envoyée du collège, griffonnée à la hâte. J'ai eu 13 en maths. Bisous, maman. Un mot d'anniversaire qu'il avait déposé sous mon oreiller à ses 10 ans, et une lettre que je n'avais jamais osé lui rendre. Une lettre de pardon, écrite mais jamais envoyée. Je l'ai relue. Chaque mot tremblait, comme si le papier avait absorbé mes regrets. Je suis désolée. Je t'ai aimé du mieux que j'ai pu, mais ce n'était pas assez. J'ai mis mon travail, ma peur, ma fatigue, avant toi. Pas par choix, par ignorance. Je croyais qu'en te donnant de quoi vivre, je te donnais de l'amour. Mais je comprends, maintenant, que l'amour, ce sont les heures, pas les choses. Je me suis demandé si je devais la lui lire, s'il était prêt, s'il voulait encore entendre ma voix trembler, ou s'il valait mieux la laisser là, témoin silencieux. J'ai refermé la boîte. Sur la place de la République, il faisait froid ce jour-là, un froid sec, presque coupant, comme un rappel du passé. Il est arrivé un peu plus tard que d'habitude, les mains dans les poches, le regard ailleurs. « Mauvaise nuit ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, sans parler. Puis il a sorti quelque chose de sa poche. Un petit cahier, relié de cuir, usé. « C'est à toi, m'a-t-il dit. » Je l'ai pris. Il s'est assis à côté de moi sans me regarder. À l'intérieur, mes recettes. Toutes. Celles des caramels, des pâtes de fruits, des confitures oubliées. Mais pas écrites de ma main. C'était lui. Il avait recopié chaque mot, chaque mesure, chaque astuce. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que je veux que ça continue, même si toi tu t'arrêtes. Je n'ai pas dit que j'allais m'arrêter. Mais tu vas le faire. Un jour. Bientôt. » Le silence s'est installé. Il ne disait pas ça par cruauté. Il disait juste la vérité. « Et toi, tu vas continuer ?» Pas tout de suite. Mais un jour, peut-être. Pour vendre ? Non, pour me souvenir. Il a sorti un sachet, l'a rempli de caramel et l'a donné à un vieil homme qui passait. « C'est offert », a-t-il dit,
Le monsieur a souri, surpris, puis il a remercié d'un geste discret. « Tu vois » a-t-il murmuré. « C'est pas le goût qui les fait revenir, c'est la chaleur. » J'ai acquiescé. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris qu'il avait enfin compris. Il n'était plus un enfant en colère. Il était un homme qui apprenait à aimer. Depuis quelques jours, quelque chose avait changé. Je ne saurais dire quoi exactement. Peut-être le silence, peut-être les regards, peut-être ce banc, là-bas, en face du kiosque, qui ne cessait d'être occupé. Une femme s'y installait, toujours la même, manteau noir, écharpe grise, lunettes fumées. Jamais un mot, jamais un sourire. Elle m'observait. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il y a toujours des curieux, des passants, des âmes solitaires qui s'asseyent au hasard d'une place. Mais cette femme revenait, tous les jours, aux mêmes heures, et toujours cette fixité dans le regard. Un matin, j'ai demandé à mon fils « Tu la vois, toi aussi ? Là, sur le banc ?» Il a tourné la tête, l'a aperçue, puis a haussé les épaules. Une voisine peut-être, ou une habituée. Elle ne mange rien, n'achète rien, ne parle à personne. Elle a peut-être juste besoin d'un endroit pour exister. Sa réponse m'a laissée songeuse. Le jour suivant, j'ai décidé de l'aborder. J'ai rempli un petit sachet de bonbons, les violettes, ceux que je garde pour les souvenirs, et j'ai traversé lentement la place. Elle m'a vu venir. Elle n'a pas bougé. « Bonjour » ai-je dit doucement. « Vous êtes là tous les jours. J'ai pensé que peut-être vous aimeriez un petit quelque chose. » Elle a levé les yeux vers moi. Son visage était pâle, fatigué, et pourtant familier. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas » a-t-elle murmuré. Un frisson m'a parcouru. Non. Devrais-je ? Elle a pris le sachet sans le regarder. Je m'appelle Claire. Le nom m'a glacée. Claire, le prénom de ma belle-fille. Elle a ôté ses lunettes. Son regard était le même qu'autrefois. Plus dur, plus sec. Vous pensiez que je ne reviendrais jamais ? Que je vous laisserais reprendre ce que j'ai mis tant d'années à briser ? Je suis restée sans voix. Les bonbons tremblaient dans mes mains. Pourquoi êtes-vous là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Elle a souri, mais sans chaleur. Je veux voir jusqu'où vous irez. Jusqu'à quand il vous croira ? Vous ne savez pas ce que vous lui avez fait. Il vous idéalisait. Il vous attendait. Et vous l'avez laissé seul. Ma gorge s'est nouée. Ce n'est pas vrai. Je l'aimais. Mais j'étais perdue. On est tous perdus, Élise. Certains se taisent. D'autres détruisent. Moi, j'ai choisi de couper. Et lui, il a fini par m'écouter. Je me suis redressée. Vous ne pouvez plus le contrôler. Pas maintenant. Il est revenu par lui-même. Mais il est perdu. Il ne sait pas encore ce qu'il cherche. Elle s'est levée, a glissé un caramel dans sa bouche. Il finira par vous en vouloir à nouveau. C'est juste une question de temps. Et elle est partie. Je suis restée là, figée, les pieds dans le vent, les poches vides. Le passé venait de me gifler en pleine rue. Et pour la première fois depuis son retour, j'ai eu peur de le perdre à nouveau. Je n'ai rien dit à mon fils. Pas ce jour-là, ni le suivant. Chaque matin, je faisais comme si je n'avais pas vu clair. Comme si ces mots n'étaient pas restés plantés en moi, comme une aiguille froide. Mais je ne dormais plus. Je le regardais, lui, rire avec les passants, trier les sachets de douceur, se tromper dans les pesées. Je le regardais revivre, et en moi, une peur sourde s'épaississait, parce qu'elle avait raison sur un point. Je l'avais abandonné, pas volontairement, pas avec cruauté, mais j'avais laissé le vide s'installer. J'avais trop travaillé, trop fui, trop attendu qu'il vienne vers moi alors que c'était à moi d'aller vers lui. Je me suis mise à guetter Claire, mais elle ne revint pas cette semaine-là, pas la suivante non plus, à croire qu'elle était venue uniquement pour me laisser ce poison dans l'oreille. Un matin, je trouvai mon fils assis sur mon tabouret, le regard ailleurs, les mains dans les poches. « Tu te souviens de quand j'avais 6 ans ?» a-t-il dit sans me regarder. « Quand j'ai eu la varicelle. » J'ai souri. « Tu pleurais tout le temps. Tu ne voulais pas qu'on te voie avec les taches. Et toi, tu avais dessiné des boutons sur ton propre visage pour que je me sente moins seule. » J'ai ri. C'était vrai. J'avais oublié ce détail. « Tu étais ridicule. » ai-je murmuré. Il a haussé les épaules. « Tu étais là, présente, tous les jours. Je l'ai observé. Il ne parlait pas de boutons, ni de maladie. Et après ?» ai-je osé demander. Il a soufflé longuement. « Après, tu ne l'étais plus. Tu n'étais plus là. Le silence s'est installé. Dense. Je n'ai pas essayé de me justifier. » Il a levé les yeux vers moi. « Elle est venue, tu sais. Mon cœur s'est arrêté. »« Claire ? Quand ? » ?»« Il y a quelques jours. Elle voulait me mettre en garde. Elle n'a pas changé. Tu lui as cru ? Je l'ai écoutée.
Mais j'ai surtout compris une chose. Elle ne veut pas que je te retrouve. Parce que si je te retrouve, elle perd ce pouvoir qu'elle avait sur moi. Ses mots étaient calmes, fermes, déchirants. Tu es libre, maintenant, ai-je murmuré. Je ne le suis pas encore, mais je le deviens. Il a sorti de sa poche un petit objet, un bonbon, emballé dans un papier doré. Un de mes tout premiers. Ceux que je vendais à la sauvette, au début. Une vieille femme me l'avait échangé contre un mouchoir brodé. J'ai gardé ça toutes ces années. Je voulais m'en souvenir comme d'un mensonge. Mais maintenant, je crois que c'est un début. Je l'ai pris dans mes mains tremblantes. Alors on recommence ? Oui, maman. Mais cette fois, lentement, très lentement. Et dans ce regard-là, j'ai vu la cicatrice. Et la lumière qui passait à travers. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Ni clairs, ni confrontation. Mon fils venait chaque matin, sans faute. Parfois en silence. Parfois avec ses anecdotes d'enfance. Comme s'il reconstituait les fragments d'une mémoire abîmée. Et moi, j'apprenais à écouter sans vouloir réparer. Un mercredi matin, alors que le vent balayait les papiers près du kiosque, une femme s'approcha. Je ne l'avais jamais vue. Petite, vive, des yeux d'un bleu presque blanc. Elle tenait un carnet, comme un journaliste ou un inspecteur. « Vous êtes Élise, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, méfiante. Elle sourit. « J'écris un article, sur les gens qu'on oublie, les invisibles. On m'a parlé de vous ?» Je fronçai les sourcils. « Qui vous en a parlé ?» Elle tourna une page de son carnet. Une certaine Claire. Tout se figea. Je crus un instant que mon cœur s'arrêtait. Elle m'a dit que vous étiez intéressante, un peu dangereuse aussi, mais que votre histoire valait la peine d'être racontée. Je ne compris pas. Pourquoi aurait-elle voulu ça ? Était-ce une nouvelle provocation ? Une autre façon de m'exposer ? Je n'ai rien de spectaculaire à raconter, répondis-je. Je vends des douceurs, et j'essaie de recoller les morceaux. La jeune femme sourit, mais cette fois, son regard se fit plus doux. Justement, c'est ça votre histoire. Elle resta là, à poser des questions. Des simples, des précises. Sur les bonbons, sur ma grand-mère Henriette, sur la solitude, la perte, l'effort de rester debout. Elle ne cherchait pas à fouiller, elle cherchait à comprendre. À la fin, elle rangea son carnet et me tendit un petit enregistreur. Une dernière chose. Si vous aviez un message à laisser à quelqu'un que vous ne reverrez jamais, que diriez-vous ? Je pris l'objet. Mes mains tremblaient, et dans ma tête, 1000 visages, 1000 mots jamais dits, mais un seul me revint, clair et précis. Je dirais, je suis restée là, même quand tu pensais que j'étais partie. Je n'ai pas toujours su aimer, mais je n'ai jamais cessé d'essayer. Elle acquiesça, et s'en alla, comme elle était venue, silencieusement. Mon fils, qui avait tout observé depuis quelques mètres, vint me rejoindre. « Elle était étrange, non ?» demanda-t-il. « Non », répondis-je. Elle était comme un miroir. Il me regarda sans comprendre. Mais moi, je savais. Claire avait envoyé cette femme non pour me détruire, mais pour me voir, pour m'entendre sans m'affronter. Peut-être un sursaut de doute. Peut-être un besoin de comprendre ce qu'elle-même n'arrivait pas à formuler. Je n'attendais plus qu'elle change. Mais quelque chose me disait qu'elle écouterait cet enregistrement. Et que quelque part, cela bougerait en elle aussi. La place s'emplissait de clients. Mon fils s'éloigna pour aider un couple avec leur sac. Et moi, je restais là, droite, présente, vivante. Aujourd'hui, la lumière est différente. Le ciel est pâle, presque blanc, comme s'il retenait sa respiration. Je me suis réveillée avant l'aube. Quelque chose me pressait. Pas une urgence, une nécessité. J'ai pris un sac plus grand. J'y ai mis mes bonbons, les caramels de Henriette, les rubans que j'utilise rarement, une vieille photo de moi avec mon fils à la fête des écoles, et cette boîte à couture où je garde mes billets, mais aussi mes secrets. En arrivant sur la place, j'ai su que c'était le bon jour, pas parce qu'il faisait beau, ni parce qu'il y avait plus de monde, mais parce que, pour la première fois, je n'avais plus peur que l'histoire recommence. Je me suis installée comme d'habitude. Mais mon regard ne cherchait plus, ni Claire, ni les signes. J'étais là, simplement, présente, à ma place. Vers midi, une femme s'est approchée. Pas Claire. Une autre, plus jeune. Un air sérieux. « Vous êtes bien la dame des douceurs ?» J'ai souri. C'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. C'est moi, oui. Elle sortit une lettre de son manteau.
Une enveloppe beige, épaisse, manuscrite. Elle l'attendit avec précaution. Une femme me l'a confiée. Elle m'a dit que je saurais quand vous la lire. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment. Je l'ai prise sans un mot. Je savais déjà. Elle est repartie aussitôt, sans se retourner. J'ai regardé l'enveloppe longtemps avant de l'ouvrir. Mon cœur battait fort. Le papier craquait entre mes doigts. L'encre avait légèrement bavé. Élise, je n'ai jamais su comment te parler. J'ai toujours eu peur que tu me vois comme je suis, et non comme je voulais paraître. Mon silence, ma distance, tout cela venait de là. Mais aujourd'hui, je t'ai entendu. Grâce à ces mots que tu as confiés à une inconnue, j'ai vu ce que j'avais refusé de voir. Tu es resté debout, malgré moi, malgré tout. Je ne peux pas revenir, pas maintenant, mais je voulais que tu saches. Je t'ai jugée trop vite, et je t'ai cru plus forte que tu ne l'étais. Ce n'était pas juste. Ton fils est un homme bon, grâce à toi. Prends soin de lui, encore un peu, et de toi. Claire, je suis restée figée. Pas de demande de pardon, pas de grandes excuses, mais une reconnaissance, un éclat de vérité. J'ai replié la lettre avec soin, et j'ai souri. Mon fils est revenu avec 2 cafés. Il m'a tendu le sien sans rien dire. Il a vu mes yeux rougis, mais il n'a pas posé de questions. Il savait. Quelque chose s'était refermé, une boucle, un cercle. Je regarde autour de moi. Des enfants courent. Une femme donne un croissant à un sans-abri. Une vieille dame m'achète 3 caramels et glisse un mot doux dans mon panier. Je ne suis plus invisible. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens entière. Pas réparée, pas parfaite, mais là, debout et vue.